de maman voulait voler ma gloire après m'avoir banni. J'ai pris le micro et tout révélé. Je m'appelle le commandant Cassiopée Valois-Lemoine, j'ai 34 ans. Il y a 4 ans, à la veille de la fête des mères, j'ai été effacé de ma propre lignée. Non, pas par le feu ennemi sur un champ de bataille, mais par un SMS glacial que ma mère a envoyé sur le groupe de discussion familiale. Tous mes enfants ont réussi, sauf Cassiopée, qui a choisi d'être un simple soldat. Je ne la considère plus comme ma fille. Je n'ai pas pleuré. La discipline d'un officier ne le permet pas. J'ai simplement coupé les ponts, je me suis évaporé, exactement comme elle le souhaitait. Mais elle ne se doutait pas que 4 ans plus tard, je serais debout sur une estrade devant 500 officiers de haut rang, pour être honoré. Et qu'elle reviendrait en rampant, assise dans la section, vie, sans invitation, avide de voler la vedette, pour finalement voir son masque arraché devant toute l'assemblée. Avant que je ne vous raconte la suite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire touche vraiment votre cœur. D'où regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? Laissez-moi commencer par le début. En grandissant, le clan Valois s'est toujours considéré comme l'étalon d'or de la perfection à Neuilly-sur-Seine, là où ma mère, Marguerite, évaluait ses enfants, non pas par leur caractère, mais par leur sac Hermès et leurs adhésions au cercle de l'Union interalliée. Pour le monde extérieur à notre résidence, sécurisée, le nom Valois signifiait la vieille fortune, les costumes de tailleur impeccable et une précision clinique. Ma sœur, Bérénice, vivait dans un Pantous du 16e arrondissement. Ses journées étaient remplies de champagne, hors de prix et du clic-clac creux de ses talons sur les sols en marbre. Elle aimait exhiber sa Rolex, dont les diamants accrochaient la lumière lors des galas de charité où l'air était épais de parfum et d'hypocrisie. Puis il y avait Baudouin. Il conduisait son Mercedes G-Wagon noir dans les rues de Paris comme s'il possédait la ville. Sa femme Clotilde sur le siège passager serrant des sacs à main en édition limitée, qui coûtaient plus cher que la pension annuelle d'un vétéran. Il vivait dans un écosystème de climatisation, de cartes de crédit à plafond élevé et de sourires mis en scène. J'étais la rayure sur leur surface polie. Je ne portais pas de soie et ne transportais pas de cuir italien. Je portais un uniforme de médecin auxiliaire, de combat qui sentait le désinfectant industriel, et l'odeur féreuse du sang séché. Alors qu'ils passaient leur week-end au club de tennis, j'étais face contre terre dans la boue, rampant dans la poussière des camps d'entraînement de quoi la Meuse. Ma peau était bronzée par le soleil, pas par une cabine de bronzage, et mes mains étaient une carte de cicatrices et de callosité. J'ai choisi de sauver des vies dans la terre, tandis qu'ils choisissaient de servir leur propre vanité sous les projecteurs. La nuit où tout s'est terminé a commencé à 23h47, un 9 mai. Je venais de rentrer, titubante dans mon logement de fonction après un exercice de terrain de 12 jours. Mes poumons me semblaient remplis d'éclats de verre. Mes pieds n'étaient qu'un amas d'ampoules à vif, et chaque muscle de mon dos hurlait. J'ai lâché un gémissement sourd, débouclant les sangles de mon sac à dos. Le sac de 20 kg a frappé le parquet avec un bruit lourd qui a secoué mes os. La poussière s'est soulevée dans l'air vicié de la petite pièce. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. La lumière bleue crue de l'écran a tranché l'obscurité, se reflétant sur l'évier en métal. C'était Rachel, ma cousine, la seule dans cette maison qui avait encore une âme. J'ai décroché. La voix de Rachel est passée par le haut-parleur, fine et tremblante comme du verre sur le point de se briser. Cassiopée. Oh mon Dieu, Cassiopée. Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Ils ont rayé ton nom de la liste. Tu es parti. Je suis resté là, pétrifié. L'air dans ma poitrine semblait avoir été aspiré par un vide. Ma main s'est serrée autour du plastique, froid du téléphone. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai raccroché et ouvert l'application. Le groupe de discussion s'intitulait « Dîner de famille Valois ». Un nom qui signifiait quelque chose autrefois, devenu un abattoir numérique. À 2032, Marguerite, la femme qui m'avait porté pendant 9 mois pour finalement me traiter comme un mauvais investissement, avait rendu son décret. Les mots étaient noirs sur l'écran, froids et définitifs. Plus de filles, plus de Valois. La réponse de Bérénice, un simple émoji cœur. Pas de mots, juste un tampon numérique d'approbation sur mon exécution. Baudouin était encore pire. Reçu, maman. Avait-il répondu. Court, obéissant, un lâche se cachant derrière les jupes de sa mère et le compte en banque de sa femme. Personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a défendu la sœur qui passait ses Noëls dans un hôpital de campagne humide pendant qu'il déballait des montres de luxe. Ils m'ont jeté hors du clan comme un reçu froissé et taché de graisse d'un routier. Bon marché. Je me suis laissé tomber sur le bord de mon lit, les ressorts grinçant sous mon poids. Mes yeux étaient rivés à cet écran. J'ai lu ces phrases exactement 47 fois. Je ne les ai pas lues comme une fille en deuil. Je les ai lues comme un officier de renseignement analysant un mouvement hostile. J'ai cherché une
Faille, une erreur, un signe d'hésitation. Il n'y en avait pas. C'était une exécution propre. Des larmes brûlantes piquaient le coin de mes yeux, mais j'ai dégluti avec force. J'ai mordu l'intérieur de ma joue jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Un Valois ne pleure pas, et un soldat ne craque pas. Pas devant l'ennemi. Mon pouce a survolé les boutons. Un clic sec et net a résonné, dans la pièce silencieuse alors que je prenais la capture d'écran. Je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai saisi ma clé USB. Cryptée et je l'ai branchée sur l'ordinateur. J'ai déplacé cette image dans un dossier caché. Ce n'était pas juste une photo, c'était des munitions. Je n'ai pas appelé Marguerite pour hurler. Je n'ai pas envoyé de fleurs ou une longue lettre d'excuse suppliant pour une place à sa précieuse table. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de savoir que je saignais. Au lieu de cela, j'ai éteint la lumière. Silence. Silence tactique absolu. Quand l'ennemi vous claque la porte au nez, vous ne frappez pas jusqu'à ce que vos articulations saignent. Vous restez dans l'ombre. Vous creusez votre tranchée. Vous affûtez votre lame. Et vous attendez. Je fixe le ruban médical blanc enroulé autour de mes phalanges. C'est une habitude, un tic. Je le décolle lentement, révélant la ligne argentée, irrégulière qui traverse mon pouce. La plupart des gens voient une cicatrice. Je vois le moment exact où ma mère a décidé que j'étais morte pour elle. La trahison qui s'est produite dans ce groupe de discussion n'a pas été une frappe soudaine. C'était une moisissure à croissance lente qui rongeait ma famille. Depuis des années. La première véritable fissure est apparue à l'été 2014. À l'époque, l'air en France était une couverture humide de chaleur. Marguerite avait tout planifié. Elle avait passé des mois à tirer des ficelles et à passer des appels à des gens qui sentaient la naphtaline et la vieille fortune. Elle m'avait assuré une bourse en médecine à l'université de Paris-Saclay, la prestigieuse faculté. Elle ne voulait pas que je sois médecin pour sauver des gens. Elle voulait un clone de Bérénice. Elle voulait une fille en blouse, blanche assise dans une clinique de chirurgie esthétique haut de gamme. Un outil brillant dont elle pourrait se vanter à l'union interalliée autour d'un gin tonic. C'est une question de Marc Valois, Cassiopée, me disait-elle. Sa voix était tranchante comme un scalpel. Un médecin dans la famille est un atout. Un soldat n'est qu'une main-d'œuvre. Mais cet été, là, je suivais un cours de secourisme civil dans les vallons du Vexin. C'est là que j'ai rencontré le petit Mathieu. Il avait 8 ans, des yeux de la couleur de vieilles pièces de monnaie et un rire qui pouvait percer le brouillard le plus épais. L'accident s'est produit rapidement. Une défaillance d'un engin de chantier sur le site. Un cri qui a arrêté le monde. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas attendu de superviseur. J'ai simplement bougé. Je me suis élancé, mes genoux frappant la boue rouge. Mathieu était au sol, sa poitrine écrasée, sa respiration n'étant plus que des râles humides et saccadés. J'ai poussé mes mains nues contre son petit torse, le goût métallique et chaud du sang imbibant instantanément ma chemise. J'ai pompé. 1, 2, 3. Respire. Pamphéres, Siadresa. Pendant 40 minutes, le monde n'était plus que le son de mon propre souffle. Haletant et la sensation glissante de la boue sous mes bottes. Mes muscles brûlaient. Mes mains étaient tachées de pourpre. Chaque seconde semblait durer 1 heure. J'ai regardé ce petit garçon et je n'ai pas vu un atout. J'ai vu une vie qui ne voulait pas s'éteindre. Au moment où l'hélicoptère du SAMU est apparu, ses pales hurlant et soulevant une tempête de poussière et de feuilles mortes, Mathieu respirait à nouveau. Je me suis assise là, dans la terre, gelée, et regardé l'emporter, et j'ai su que ma place n'était pas dans un bureau de verre ou une clinique VIP stérile. Ma place était sur les lignes de front, dans la boue, là où l'air est épais de sueur et où l'enjeu est la vie ou la mort. Ce soir-là, j'ai appelé Marguerite. Je lui ai dit que je refusais Paris-Saclay. Je lui ai dit que je m'inscrivais à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. J'ai compté les secondes. 1, 2, 3. 17 secondes d'un silence glacial. J'entendais le léger tintement d'un glaçon dans son verre. Puis elle a parlé. Ce n'était pas la voix d'une mère. C'était le sifflement d'un prédateur. Tu vas gâcher ta vie, Cassiopée. Pourquoi ? Pour une solde de l'État et quelques batailles insignifiantes dans la poussière. Tu veux être une servante ? Très bien. Sois une servante. Mais ne t'attends pas à ce que je te regarde ramper. Elle a raccroché. La tonalité a résonné comme un électrocardiogramme plat. La punition a commencé immédiatement. C'était une guerre froide. 1 an plus tard, je me tenais sur la place d'armes pour ma cérémonie de remise de sabre. Le soleil tapait fort et les cuivres de mon uniforme étaient polis jusqu'à briller. Comme de l'or. J'ai regardé la rangée de chaises réservées aux familles. Le siège de Bérénice était vide. Celui de Baudouin était vide. Celui de Marguerite était un espace creux et moqueur entre l'oncle d'un inconnu et une plante en pot.
Ils ne sont pas venus. Pas pour la fille qui avait sauvé la vie d'un enfant de 8 ans. Seulement pour la fille qui aurait pu leur acheter plus de statut social. Cet après-midi-là, un coursier est arrivé à ma caserne. Il m'a remis une épaisse enveloppe couleur crème. J'ai reconnu l'écriture soignée et bouclée de Bérénice sur le devant. À l'intérieur se trouvait un chèque de exactement 50 €. Il y avait une petite note manuscrite épinglée dessus. Bonne chance avec ta petite carrière de porte-flingue. Tu en auras besoin quand tu réaliseras combien coûte le pressing pour ces uniformes. Ne nous appelle pas. J'ai fixé ce chèque. 50 €. C'était le prix qu'il mettait sur mon âme. C'était la valeur de mon choix de servir quelque chose de plus grand qu'un compte en banque. Valois. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas mis en colère. Je me suis simplement dirigé vers la poubelle et je l'ai lâché. Je l'ai regardé voltiger vers le bas, s'installant parmi les canettes de boissons énergisantes jetées et les chiffons à cirage. J'ai fait mon choix ce jour-là, et je n'ai jamais regardé en arrière. Mais je dois vous demander, avez-vous déjà eu quelqu'un que vous aimez qui a essayé de mettre un prix sur vos rêves? Avez-vous déjà été dit que votre passion était trop petite juste parce qu'elle ne les faisait pas bien paraître? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette tranchée. Si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir pour avoir choisi l'honneur plutôt que l'argent, cliquez sur le bouton j'aime et commentez le mot loyauté ci-dessous. Cela m'aide à continuer de raconter cette histoire en sachant qu'il y a une vraie famille là-bas qui écoute. Je pensais que le chèque de 50 € était l'insulte ultime. J'avais tort. Ce n'était que l'échauffement pour le mensonge qu'il raconterait au monde. Pendant mon absence, je pensais autrefois que le champ de bataille était le seul endroit où il fallait surveiller ses arrières chaque seconde. J'avais tort. Le territoire le plus dangereux où j'ai jamais mis les pieds était la salle à manger de ma mère pendant les fêtes. Dans l'armée, on vous apprend à survivre à une fusillade. On ne vous apprend pas à survivre au silence froid et calculé de votre propre lignée. La négligence ne s'affichait pas seulement dans ces chèques de 50 €. Elle s'insinuait dans chaque fête, chaque tradition, comme un poison à action lente. Prenez le déjeuner de Pâques 2019. Je venais de terminer une rotation de 6 mois dans un endroit où le soleil ressemblait à un chalumeau et où la poussière ne quittait jamais votre gorge. J'ai conduit 3 heures vers Neuilly. Ma colonne vertébrale était encore raide d'avoir roulé dans des véhicules blindés. Mon uniforme était repassé si net qu'il aurait pu couper du papier. Je voulais un morceau de foyer. Je voulais sentir que j'appartenais à un endroit qui n'était pas un avant-poste balayé par le sable. Je franchis la porte d'entrée, l'odeur de l'agneau rôti et des herbes de Provence me frappant de plein fouet. Marguerite se tenait dans le hall, drapée dans du cachemire, son sourire aussi mince qu'une lame de rasoir. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a juste jeté un coup d'œil rapide et désapprobateur à mes bottes. La table principale est complète, Cassiopée, dit-elle, sa voix fluide et vide. Elle pointa un doigt manucuré vers le coin de la cuisine. Va t'asseoir à la table pliante, avec les enfants de Clotilde. Il n'y a plus de place dans la salle à manger. J'avais 33 ans. J'avais dirigé des équipes dans le chaos. J'avais sauvé des vies, alors que les mortiers hurlaient au-dessus de nos têtes. Et j'étais là, assise à une table pliante en plastique blanc qui grinçait sous le poids d'une assiette tiède. J'ai passé la soirée à mâcher de la viande sèche pendant que les sons des verres en cristal s'entrechoquant et des rires raffinés arrivaient de l'autre pièce. Je les regardais par l'embrasure de la porte. Marguerite, Bérénice, Baudouin et Clotilde. Ils étaient baignés dans une lumière dorée et chaleureuse, trinquant avec un cru millésimé. Pour eux, je n'étais pas une fille ou une sœur. J'étais une invitée non désirée, un fantôme en costume vert. Le réveillon de Noël fut le jour où le gel s'installa vraiment. J'avais travaillé en heures supplémentaires pour accumuler des primes de risque. C'est de l'argent de sang. C'est le surplus que le gouvernement vous donne quand votre vie est en jeu chaque paie de jour. J'avais économisé chaque centime pour acheter à Marguerite quelque chose de spécial. Une étole en laine tissée à la main provenant d'une petite boutique d'artisanat. C'était doux, lourd et cher. Je pensais que cela pourrait enfin combler le fossé. Je pensais qu'elle pourrait enfin me voir. Quand vint son tour de l'ouvrir, elle souleva l'étole du bout des doigts comme si c'était un chiffon mouillé trouvé dans la rue. Oh, c'est chaud, marmonna-t-elle. Elle ne l'enroula même pas autour de ses épaules. Elle la posa simplement sur l'accoudoir de sa chaise et passa à autre chose. 2 minutes plus tard, Bérénice lui tendit une petite boîte rectangulaire emballée dans du papier doré. À l'intérieur se trouvait un portefeuille Chanel, un morceau de cuir avec un logo qui coûtait probablement plus cher que ma solde base mensuelle. Le visage de Marguerite s'illumina comme un sapin de Noël. Toute la pièce passa les 20 minutes suivantes à se le passer, s'extasiant sur les coutures. Mon étole, elle, glissa de la chaise. À la fin de la nuit, elle gisait sur le parquet, poussée sous le canapé par le plus jeune fils de Baudouin.
Jeune. Les pas ramassés. Je suis resté assise là, la mâchoire serrée, le pouls martelant mes oreilles. J'ai réalisé à ce moment-là que la famille Valois commerçait pas en amour. Ils commerçaient en marque. Si vous n'aviez pas de logo, vous n'existiez pas. L'exécution finale eut lieu début 2020. C'était l'anniversaire de Marguerite. Je l'appelais 3 jours à l'avance pour demander à quelle heure le dîner commençait. J'avais déjà choisi ma robe. J'avais même libéré mon emploi du temps pour tout le week-end. Le restaurant n'a qu'une table pour 6, Cassiopée, dit-elle, sa voix grésillant sur la ligne, aussi indifférente qu'un bulletin météo. Ce sera juste moi, Baudouin, Clotilde, Bérénice et 2 de mes amis du cercle. Peut être la prochaine fois, ma chérie. Elle n'attendit même pas ma réponse. Elle coupa la connexion. Je fixai mon téléphone pendant un long moment. 6 personnes. Elle préférait inviter 2 parfaits inconnus de son cercle social que sa propre fille. Elle ne me détestait pas. La haine demande effort. Elle trouvait juste mon existence peu pratique. Je ne cadrais pas avec le cadre de son portrait de famille parfait. Mon uniforme, mes cicatrices, ma vie ordinaire. Tout cela n'était que des taches sur son chef-d'œuvre. J'ai été dans les tranchées. J'ai confié mes arrières à des frères d'armes qui ne partageaient pas une goutte de mon sang, sachant qu'ils mourraient pour me sortir d'un trou. Mais dans cette maison, j'étais une réfugiée. Le SMS de la fête des mères qui arriva plus tard ne fut pas un choc. Ce fut une mise à mort. Par pitié. Ce fut la balle finale qui mit fin à une exécution longue et agonisante. Cela me donna la permission dont j'avais besoin pour arrêter d'essayer, pour arrêter de saigner pour des gens qui ne me voyaient que comme un mauvais investissement. Mais alors que j'étais assise dans mon appartement, sombre à regarder cette capture d'écran pour la 40e fois, j'ai réalisé quelque chose. Marguerite n'était pas seulement cruelle. Elle cachait quelque chose. Rachel m'avait envoyé un message de suivi cette nuit-là, un message qui n'avait pas de sens jusqu'à ce que je commence à creuser. Elle mentionnait un document juridique sur lequel Marguerite était obsédée, un document qui portait mon nom, enterré sous des couches de structures d'entreprise Valois. Je m'adossais, le silence de la pièce résonnant à mes oreilles. Marguerite pensait m'avoir effacé. Elle pensait m'avoir balayé de la table comme une miette sale. Elle avait tort. Elle ne m'avait pas seulement jeté dehors. Elle avait volé quelque chose qui m'appartenait. Et j'allais découvrir exactement ce que c'était. 6 mois. C'est le temps qu'il fallut pour que la famille Valois enterre officiellement mon souvenir sous une couche de poussière coûteuse et de photos filtrées. 6 mois depuis ce SMS de la fête des mères. Depuis que j'avais été cautérisé de l'arbre généalogique comme un membre malade, j'étais assise dans une tente médicale tactique au milieu d'un champ de tir en Champagne. L'air à l'intérieur était épais de l'odeur du café froid, du désinfectant industriel, de la sueur aigre de 2 douzaines de soldats. Dehors, la pluie transformait le sol en une soupe rouge épaisse. Mes bottes en étaient couvertes. Mon uniforme était humide, collant à mes épaules comme une seconde peau plus lourde. Puis, mon téléphone émit un tintement sec. Une notification de Rachel. Je balayais l'écran d'un pouce encore taché de graisse après avoir nettoyé un kit de campagne. C'était une capture d'écran. Une publication Facebook de Bérénice. L'image était brillante, trop brillante. C'était un buffet de dîner de fête qui semblait sortir d'un magazine de décoration. Une table en acajou poli comme un miroir, des verres en cristal remplis d'un vin rouge profond. Marguerite était au centre, ses perles brillants, flanquées de Bérénice et Baudouin. Ils portaient tous ces sourires répétés, d'une blancheur aveuglante, qui n'atteignaient pas leurs yeux. La légende disait, tellement reconnaissante pour ma merveilleuse famille. Maman, tu nous as si bien élevés. 3 d'entre nous, et pas 4. Je fixais cette dernière phrase. 3, et pas 4. Ce n'était pas qu'ils m'avaient oublié. On oublie un trousseau de clés. On oublie d'acheter du lait. C'était intentionnel. C'était une frappe chirurgicale. Ils annonçaient, publiquement que je n'existais pas. Ils m'effaçaient de leur histoire un pixel à la fois. Un rire creux s'échappa de ma gorge, perdu dans le rugissement d'un camion de transport passant devant la tente. La cruauté était impressionnante. La plupart des gens arrêtent juste d'appeler. Les Valois, eux, organisent vos funérailles alors que vous respirez encore. Mais ensuite, la deuxième partie des informations de Rachel arriva. Cassiopée, tu ne vas pas croire ce que tante Marguerite raconte aux gens à l'Union interalliée. Le texte disait, elle dit à tout le monde que tu es une attachée militaire de haut niveau stationnée en Europe. Elle dit que tu es conseillère stratégique pour l'OTAN travaillant dans ses bureaux de haute sécurité à Bruxelles. Elle montre même une fausse photo d'une femme en costume lors d'un gala, prétendant que c'est toi. Je m'adossais contre une pile de caisses vert olive, le métal froid mordant ma colonne vertébrale.
L'hypocrisie était à en étouffer. Marguerite ne me détestait, pas parce que j'étais un soldat. Elle me détestait à cause du genre de soldat que j'étais. Elle ne pouvait pas se vanter d'une fille qui passait ses nuits à genoux dans la terre, bouchant des blessures par éclats avec ses mains nues. Elle ne pouvait pas exhiber une fille qui sentait la poudre et le gasoil. Cette version de moi mettait ses amis mal à l'aise. Cela lui donnait l'impression d'avoir échoué à produire un autre atout poli. Alors elle avait tué la vraie moi. Elle avait inventé un fantôme, une Cassiopée diplomatique qui portait des blazers cintrés et assistait à des dîners d'ambassade. Un spectre qui servait sa vanité. Elle utilisait mon service pour acheter du capital social tout en jetant ma vie réelle aux ordures. Je sentis un froid s'installer dans mon ventre. Ce n'était pas de la tristesse. C'était ce genre de calme que l'on ressent juste avant que le compte à rebours n'atteigne zéro. Je réalisais alors que Marguerite Valois n'avait pas seulement un penchant pour la méchanceté. Elle était une de narcissique qui ne voyait ses enfants que comme des accessoires. Si l'accessoire ne correspondait pas à sa tenue, elle mentait et disait qu'elle portait autre chose. Je regardais mes mains. Elles étaient rudes. Mes ongles étaient courts. Il y avait un léger tremblement d'épuisement dans mes doigts. C'était ma réalité. Elle était dure, et elle était honnête. Et ma mère la trouvait inesthétique. Ce fut le moment où je devins de pierre. Je me levai, mes articulations craquant. Je marchai vers le bord de la tente et regardai la pluie. Je sortis un téléphone jetable de ma poche, celui que j'avais utilisé pour garder une fenêtre ouverte sur cette ancienne vie. Je n'envoyais pas de long mail émotionnel. Je n'appelais pas Baudouin pour lui demander comment il pouvait être un tel lâche. Je n'allais pas sur la page de Bérénice pour défendre mon honneur. C'était les actions d'une victime. J'étais un soldat, et les soldats comprennent la valeur du silence tactique. J'allais dans mes paramètres, un par un. Je bloquais chaque numéro associé au nom Valois. Je fermais mes anciens comptes de réseaux sociaux. Je changeais mon numéro de téléphone principal. J'effaçais mon empreinte numérique, jusqu'à n'être plus qu'une ombre. Je passais en mode furtif. Je traitais cela comme un déploiement d'infiltration profonde en territoire hostile. S'ils voulaient une famille de 3, je leur donnerais exactement ce qu'ils demandaient. Je serais le fantôme qu'ils avaient créé, mais un fantôme qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Je n'allais pas supplier pour une place à une table, construite sur des mensonges. J'allais construire la mienne. Alors que je préparais mon équipement, jetant ma trousse médicale et mon sac à l'arrière de mon 4x4 robuste et cabossé, je ressentis un étrange sentiment de légèreté. Le tintement des notifications avait disparu. Le poids de leur attente s'était enfin brisé. Je quittais ce champ de tir, les pneus de mon véhicule éclaboussant la boue. Je ne regardais pas dans le rétroviseur. Je n'avais pas de maison où retourner à Neuilly, pas de famille m'attendant en banlieue. Mais alors que la porte d'acier de mon ancienne vie se fermait, brutalement, je me retrouvais à conduire vers un endroit que je n'avais visité qu'une fois. Un endroit où l'air ne sentait pas le parfum ou le désinfectant. C'était une petite route tranquille sur les contreforts des Alpes. Un endroit avec un simple portail en bois qui commençait à peler. Marguerite pensait m'avoir effacé. Mais elle avait oublié une chose à propos des soldats. Nous sommes très doués pour retrouver notre chemin vers la maison, même quand nous devons la construire de toutes pièces. Et je venais de trouver les coordonnées de la mienne. L'air de la ferme biologique des Lemoine ne sentait pas le parfum de Neuilly ou l'eau de Javel de l'hôpital. Il sentait la réalité. La terre humide, le foin en cours de séchage et l'odeur vive et propre de la menthe écrasée. C'était l'automne 2021. Je dirigeais une petite équipe médicale de soutien civil, fournissant des examens de santé aux agriculteurs locaux dans les zones rurales reculées. Après des mois de disparition tactique, de vie d'ombre sans nom de famille, la ferme me semblait être une chambre de décompression. C'était un endroit où les choses poussaient parce qu'on les entretenait, pas parce qu'on les achetait. C'est là que j'ai rencontré Marc-Aurèle Lemoine. Il ne marchait pas comme un civil. Il avait cette posture de marine au dos droit, indubitable, que 20 ans de service grave dans votre colonne vertébrale. Ses yeux étaient stables, le genre Dieu qui avait vu le pire du monde et avait décidé de se concentrer sur quelque chose de mieux. Il ne posait plus de mine terrestre, il plantait des rangées de choux frisés biologiques et de tomates anciennes. Il bougeait avec une économie de mouvement calme et délibéré, ses grandes mains, travaillant le sol avec une tendresse qui me surprit. À ses côtés se trouvait Lise. Elle avait 5 ans, une toute petite chose avec des couettes en désordre et un sourire édenté qui pourrait probablement arrêter une balle. Marc-Aurèle l'élevait seul. Le cancer avait emporté sa femme 1 an auparavant. Ils étaient 2 pièces brisées essayant de se tenir l'une à l'autre. Dans un monde qui semblait souvent trop bruyant et trop rapide. Ils ressemblaient beaucoup à ce que je ressentais, isolés, sur leur garde, essayant juste de survivre à la journée sans marcher sur une mine émotionnelle cachée. Lors de la dernière après-midi de notre mission, je trouvais un moment de calme sous un chêne massif et noueux au bord de la propriété. Le soleil descendait bas,
peignant le ciel français de violet meurtri et d'orange. Brûlé. Je me laissais tomber contre l'écorce rugueuse et commençais à délasser mes bottes. Mes pieds me faisaient mal, mon âme encore plus. Je portais toujours le poids de cette publication Facebook, 3, et pas 4, dans la moelle. Jesus. Une ombre tomba sur moi. Je levai les yeux. Marc Aurèle se tenait là, tenant un petit paquet enveloppé dans du papier aluminium froissé. Il ne me demanda pas s'il pouvait s'asseoir. Il se laissa simplement tomber sur l'herbe à une distance confortable. Tarte, dit-il. Sa voix était un grondement sourd comme un tonnerre lointain sur les montagnes. Lise m'a fait promettre de vous donner la plus grosse part que nous avions. Je pris le paquet. L'aluminium était chaud contre mes paumes. Je le dépliai pour trouver une part épaisse, généreuse de tarte aux pommes. Ce n'était pas parfait visuellement. La croûte était dentelée et la cannelle s'agglutinait par endroits, mais l'odeur était enivrante, sucrée, acidulée et honnête. Merci, murmurai-je. Je pris une bouchée. C'était encore chaud, la pomme tendre et épicée. Nous restâmes assis en silence pendant un long moment. Dans l'armée, le silence est un outil. Entre vétérans, c'est une langue. Marc Aurèle n'essaya pas de remplir l'air de banalité sur la météo ou les récoltes. Il resta simplement assis là, regardant ses champs. Vous devez prendre soin de vous, capitaine, finit-il par dire. Il ne tourna pas la tête. Il avait ce regard de quelqu'un qui a combattu une guerre sur un front pour lequel il n'avait pas signé. Une guerre où l'ennemi utilise votre propre nom contre vous. J'avalai une bouchée de tarte. Cela me pesait sur l'estomac comme du plomb. Je n'ai pas de famille, Marc Aurèle, dis-je, ma voix plate et égale. Je suis une paria. Un mauvais investissement liquidé par le conseil d'administration. Je suis un fantôme. Marc Aurèle n'offrit pas de pitié. Il ne dit pas qu'il était désolé. Il prit simplement une bouchée de sa propre tarte et mâcha lentement, son regard ne quittant jamais l'horizon. La famille n'est pas toujours le sang, capitaine, dit-il. Parfois, le sang n'est que la substance qui vous fait saigner. La vraie famille? Ce sont les gens qui tiennent la ligne. Avec vous quand tout le monde a pris la fuite. Ce sont ceux qui restent dans la tranchée quand les mortiers commencent à tomber et que le ciel devient noir. Il me regarda alors, me regarda vraiment, et pour la première fois en 34 ans, j'eus l'impression que quelqu'un voyait la personne derrière le grade et les cicatrices. Un an plus tard, en 2022, nous nous sommes mariés sous ce même chêne. Il n'y avait pas de robe de créateur à 5000 €. Il n'y avait pas de gâteau à 12 étages, ni de liste d'invités remplie de l'élite parisienne. C'était juste moi, Marc Aurèle, Lise et une poignée de gars avec qui Marc Aurèle avait servi. Je portais une simple robe d'été blanche, et Marc Aurèle portait son meilleur costume gris anthracite. C'était la chose la plus honnête que j'ai jamais faite. Cette même année, je signais officiellement les papiers pour adopter Lise. La nuit suivant la finalisation de l'adoption, Lise grimpa sur mes genoux alors que j'étais assise sur le porche. Je regardais ses petites mains s'agiter alors qu'elle me tendait une feuille de papier. C'était un dessin au crayon de couleur. 3 personnages filiformes, un grand homme avec un t-shirt vert, une femme avec un chignon en désordre, une petite fille avec des couettes. En dessous, en lettres tremblantes et surdimensionnées, elle avait écrit « Ma maman. Mon papa. Moi. » Mon armure ne s'est pas seulement fissurée, elle s'est brisée. Je serrais cette petite fille dans mes bras et pleurais dans ses cheveux qui sentaient le soleil et la terre. Je n'étais plus un atout raté. Je n'étais plus un soldat ordinaire qui ne valait pas un portefeuille Chanel. J'étais une mère. J'étais une femme. J'étais une Valois qui avait enfin trouvé un foyer qui ne nécessitait pas d'enquête de moralité ou de score de crédit. J'ai réécrit ma propre histoire cette nuit-là. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Marguerite. Je n'avais pas besoin de la lâcheté de Baudouin ou de la vanité de Bérénice. J'avais ma propre tranchée maintenant, et elle était remplie d'amour. Avec une base solide à la maison, ma carrière décolla comme une fusée. Au début de 2024, j'avais été promu au grade de commandant. J'étais la commandante médicale régionale, supervisant les soins de santé pour des milliers de personnels. Je travaillais dur, non pas pour prouver à Marguerite qu'elle avait tort, mais pour prouver à Marc Aurèle et Lise qu'ils avaient raison. En mars, la nouvelle tomba. Le bureau du ministre annonça les distinctions annuelles. Je fus nommé officier de l'année pour mon travail dans l'intégration médicale civilo-militaire. Mon visage était à la une des journaux locaux. Commandant, Cassiopée Valois-Lemoine, une héroïne de France. Je m'assis à ma table de cuisine, regardant le titre tandis que Marc Aurèle me versait une tasse de café, noir. La ferme était calme. Le soleil commençait à peine à frapper la grange. « Tu le mérites, chérie », dit Marc Aurèle, serrant mon épaule de sa grande main cailleuse. Je souris. Je me sentais entière. Je me sentais en sécurité.
Puis mon téléphone vibra sur la table. C'était une notification par mail. Je ne reconnus pas l'adresse, mais je reconnus le ton. Les vautours avaient senti l'odeur de la gloire. Les Valois en avaient fini de m'effacer. Maintenant, ils voulaient revendiquer l'héroïne qu'ils avaient passé des années à essayer de tuer. Je regardais l'écran et le café dans ma tasse me sembla froid. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Marc Aurèle, les yeux rétrécis. Je ne répondis pas. Je fixais simplement le nom au bas du message. La guerre n'était pas finie. Elle se déplaçait simplement vers de nouvelles coordonnées. Le silence des 4 dernières années ne se termina pas par un grand éclat, mais par un tintement au milieu d'un mardi matin. J'étais assise sur mon porche, l'air sentant le pain humide et la fumée de bois, une tasse de café noir refroidissant dans ma main. Je regardais l'écran. Un mail, pas d'objet. Expéditeur, Marguerite Valois. Mon estomac fit un lent tour de cœur nauseux. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je savais que ce nom était le déclencheur d'une mine, sous laquelle j'étais resté enterré pendant des années. Mais un soldat n'ignore pas une menace. Je tapais sur l'écran. Cassiopée, ma chère, pas besoin de t'excuser auprès de moi. La fête des mères approche bientôt, et ce serait merveilleux si la famille se réunissait. Tu nous as manqué. Je fixais les mots, jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pas besoin de t'excuser. Je sentis un rire amer se coincer dans ma gorge. Elle agissait comme si j'étais simplement parti pour de longues vacances, comme si le SMS m'effaçant de la lignée n'avait jamais existé. Aucune mention du blackout de 4 ans. Aucune mention de la publication Facebook. 3, et pas 4. Juste un effacement tactique et propre du passé. 2 semaines plus tard, mon téléphone vibra avec un numéro inconnu. D'habitude, je ne décroche pas, mais quelque chose me dit que c'était la deuxième vague. Cassiopée, c'est toi ? C'était Bérénice. Sa voix avait ce même ton tranchant, et faussement doux qu'elle utilisait quand elle voulait une faveur ou une nouvelle paire de chaussures. Maman est très malade ces derniers temps. Elle est juste. Elle te manque tellement, chérie. Nous tous d'ailleurs. Pourquoi n'as-tu pas appelé ? Je ne répondis pas. Je regardais simplement les champs. J'avais déjà vérifié les informations de Rachel. Hier encore, Marguerite avait publié une photo d'elle dans un spa de luxe à Aix-les-Bains, enveloppée dans un peignoir blanc avec un masque au concombre sur le visage, l'air plus saine qu'un pur sang. Elle ne cherchait pas une fille. Elle cherchait un trophée. Les informations locales avaient repris l'histoire de mon prix d'officier de l'année. Mon visage en uniforme de cérémonie était partout dans le républicain lorrain. Pour les Valois, je n'étais plus un soldat ordinaire. J'étais un commandant avec une distinction ministérielle. J'étais un commandant, avec un capital politique. La preuve arriva 1 heure plus tard. Rachel m'envoya une série de captures, d'écran d'un nouveau groupe de discussion, un groupe auquel je n'étais pas invité. Les messages de Marguerite étaient frénétiques, remplis de points, d'exclamations et d'avidité. Excellente nouvelle. Cassiopée va être honorée. Nous devons arriver tôt et prendre les sièges VIP tout devant. Bérénice, porte cette robe Valentino rouge, celle avec la coupe plongeante. Baudouin, amen. Clotilde. C'est notre chance de montrer à tout le monde que la famille Valois se serre toujours les coudes. Il prévoyait de détourner ma cérémonie. Il voulait s'asseoir au premier rang, s'imprégnant des flashs des appareils photos, prétendant qu'ils étaient ceux qui avaient placé ces médailles sur ma poitrine. Ils voulaient voler la gloire d'une femme qu'ils avaient laissée pour morte dans la boue 4 ans plus tôt. Je sentis la vieille pression familière monter derrière mes yeux. Ma mâchoire me faisait mal à force d'être serrée. Il n'y avait pas un seul mot sur ma vie réelle. Pas une question sur Marc Aurèle ou Lise, juste les sièges VIP et la robe Valentino. J'étais un accessoire pour eux, un outil politique. Je restais assise là pendant un long moment, le café froid oublié depuis longtemps. Je me demandais si je perdais mon humanité en voulant riposter, si j'étais tout aussi froide qu'eux. Une ombre tomba sur le porche. Marc Aurèle sortit, s'appuyant contre la balustrade en bois. Il ne demanda pas ce qui n'allait pas. Il regarda simplement le téléphone serré dans ma main aux phalanges blanches. « Ils viennent, n'est-ce pas » demanda-t-il. Sa voix était stable, ancrée. « Ils pensent qu'ils peuvent juste entrer comme ça, dis-je, ma voix ressemblant à du gravier. Ils pensent qu'ils peuvent s'asseoir au premier rang et prétendre que les 4 dernières années n'ont pas eu lieu. Ils veulent la scène, Marc Aurèle. » Il s'approcha et posa une main lourde et cailleuse sur mon épaule. Sa chaleur m'ancra. « Tu as survécu à la zone de guerre, Cassiopée. Tu as survécu à la boue et aux éclats. Tu ne dois absolument rien à des gens qui t'ont déserté quand les tirs ont commencé. Tu ne leur dois pas le pardon, et tu ne leur dois certainement pas un siège. » Il avait raison. Dans l'armée, la désertion est un crime. Dans une famille, c'est une condamnation à mort. Je regardais à nouveau l'écran. J'aurais pu appeler la police militaire.
J'aurais pu faire retirer leur nom de la liste des invités et les regarder se faire refouler à la porte par des gardes armés. Cela aurait été la solution facile. Mais je n'allais pas jouer la défense. J'étais médecin de combat. Je savais exactement où couper pour que ça fasse mal. J'ai choisi la tactique du tireur d'élite. Je n'allais pas construire un mur pour les empêcher d'entrer. J'allais ouvrir la porte. Je les laisserais entrer. Je les laisserais porter leurs costumes Tom Ford et leurs robes Valentino. Je les laisserais s'asseoir dans ces fauteuils VIP, souriant pour les caméras, pensant qu'ils avaient repris le contrôle. Je les laisserais marcher droit dans la zone d'exclusion, et puis je laisserais la vérité faire le reste. Cela fait longtemps que je n'ai pas ressenti ce genre de concentration froide, mais j'ai besoin de savoir. Certains d'entre vous ont-ils déjà eu une famille qui ne se manifestait que lorsque vous gagnez? Avez-vous déjà dû fixer une limite stricte juste pour garder votre âme intacte? Si vous pensez que la justice est attendue depuis longtemps pour des gens comme Marguerite, cliquez sur le bouton j'aime et commentez « Justice » pour me soutenir. Votre soutien m'aide à finir ce combat. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans la cuisine, la lumière d'une seule ampoule projetant de longues ombres sur le sol. J'ai sorti un bloc-notes jaune tout neuf et un stylo. Je n'ai pas écrit de liste de remerciements. Je n'ai pas écrit sur le travail d'équipe ou le devoir. J'ai commencé à écrire mon discours de remerciement, mon rapport final. Les Valois pensaient aller à une célébration. Ils ne réalisaient pas qu'ils marchaient vers leur propre cour martiale. À 3 jours de l'événement, la mèche commença à grésiller. J'étais dans mon bureau au commandement régional, la climatisation, bourdonnant une mélodie mécanique basse qui ne faisait rien pour refroidir le feu dans mon ventre. Mon bureau était vide, à l'exception de mon képi et du bloc-notes jaune contenant les mots qui allaient bientôt mettre le feu à une ville. La ligne sécurisée sur mon bureau émit une sonnerie brève et urgente. Je décrochai. Commandant Valois-Lemoine. Commandant, c'est le général de corps d'armée Hart. Ma colonne se redressa. Instinctivement. Le général Éléonore Hart ne faisait pas de mondanité. C'était une femme qui avait passé 30 ans à mâcher du verre et à recracher de la victoire. Sa voix ressemblait à un camion de gravier grinçant ses vitesses sur une pente raide. En ce moment, elle semblait furieuse. Valois, aboya-t-elle. Une femme se faisant appeler Marguerite Valois harcèle le bureau du protocole. Depuis 48 heures. Elle exige un créneau de 5 minutes dans le programme. Elle prétend qu'elle doit parler du sacrifice d'une mère dans l'éducation d'un officier primé. Elle a même essayé de faire jouer ses relations avec mon chef d'état-major, lui disant qu'elle a des amis dans l'entourage du gouverneur. Je sentis le sang quitter mon visage, remplacé par une colère froide et engourdissante. Ma mère. Elle n'avait pas payé un centime pour mes études. Elle n'était pas venue à une seule promotion. Elle n'avait pas envoyé une de carte postale quand je saignais dans un hôpital de campagne. Mais maintenant, avec les caméras prêtes à tourner à l'hôtel des Invalides, elle voulait ses 5 minutes de gloire. Elle voulait se tenir devant 500 personnes et revendiquer ma sueur comme la sienne. Je suis désolé, mon général, dis-je, ma voix aussi plate qu'un encéphalogramme. Je n'ai pas autorisé cela. Vous avez bien raison, grogna Hart. J'ai dit à mon personnel de passer sa demande à la déchiqueteuse. Cette cérémonie concerne le travail que vous avez accompli dans les tranchées, Valois. Elle concerne les vies que vous avez sauvées pendant que des gens comme elle sirotaient des mimosas au club. C'est moi qui vous présente. Nous allons faire cela selon les règles de l'art. Mes règles, pas le calendrier social des Valois. Je lâchai un souffle que je retenais depuis mes 18 ans. Merci, mon général. Ne me remerciez pas. Soyez prête. Portez votre tenue de cérémonie. Faites briller vos cuivres jusqu'à ce qu'ils les aveuglent. Nous allons montrer à Paris à quoi ressemble un vrai Valois. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'ai passé 4 heures à cirer mes bottes de saut jusqu'à ce que je puisse voir le reflet de mes propres yeux fatigués dans le cuir. J'ai empesé mon uniforme jusqu'à ce que les plis soient assez tranchants pour faire couler le sang. J'étais un soldat se préparant pour une brèche. Je n'allais pas à une fête. J'allais à un règlement de compte. Le vendredi après-midi arriva avec une chaleur lourde et humide qui s'accrochait aux piliers en marbre. Le bâtiment semblait être une forteresse d'histoire, froide et imposante. À l'intérieur de la grande salle, c'était une mer de bleu, de vert et de kaki. 500 chaises, toutes remplies par les personnalités influentes de la République, des politiciens, des diplomates et des rangées d'officiers supérieurs avec assez de rubans sur la poitrine pour tapisser une pièce. Je me tenais dans les coulisses, mon cœur battant un rythme tactique l'encontre mes côtes. J'ai regardé le premier rang. Marc Aurèle était là. Il portait un costume anthracite qui s'ajustait parfaitement à ses larges épaules, ses mains. Ses grandes mains de fermier cailleuses reposant fermement sur ses genoux. Lise était assise à côté de lui, portant une robe jaune avec des
Marguerite blanche. Elle ressemblait à une goutte de soleil dans une pièce pleine d'ombre. Ils étaient ma ligne de démarcation, ma vraie famille. Puis la délégation arriva. Le clan Valois ne fit pas qu'entrer, ils mirent en scène une invasion. Ils descendirent l'allée centrale comme s'ils possédaient le P. de marbre sous leurs pieds. Marguerite menait la charge, enveloppée dans un tailleur Chanel couleur crème qui coûtait probablement plus cher qu'un an d'indemnité de logement militaire. Ses cheveux étaient laqués en un casque, rigide de perfection. Bérénice suivait, portant une robe Valentino rouge qui était bruyante, agressive et coupée bien trop bas pour une cérémonie militaire. Elle voulait que chaque objectif dans la pièce la trouve. Baudouin fermait la marche, ressemblant à un comptable nerveux dans un costume Tom Ford qui essayait, trop fort de crier « Vieille fortune ». Ils ne s'assirent pas à l'arrière. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au deuxième rang, juste derrière Marc Aurèle. J'ai vu Marguerite se pencher et murmurer quelque chose à un colonel assis à proximité. Sa voix était assez forte pour porter dans la salle silencieuse. Je suis Marguerite Valois, la mère de Cassiopée, roucoula-t-elle, son sourire aussi éclatant et faux qu'une vitrine de grand magasin. Tout ce que cette fille est aujourd'hui, elle le doit à la discipline que je lui ai inculquée. Cela a été un si long voyage pour nous en tant que famille. Le colonel hocha poliment la tête, mais je vis la façon dont la mâchoire de Marc Aurèle se crispa. Il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait la vérité. Je regardais le bloc-notes jaune dans ma main. L'encre était sèche. Le plan était établi. Le général Hart s'approcha du podium. La pièce devint d'un silence de mort. Le seul son était le faible bourdonnement des caméras de télévision et le cliquetis rythmique des talons de Bérénice alors qu'elle croisait les jambes, cherchant le bon angle pour une photo. La générale regarda directement vers le deuxième rang, ses yeux comme les deux canons d'un fusil de chasse. Puis elle se tourna vers le microphone. « Mesdames et messieurs, dit Hart, sa voix tonnant sous les voûtes. Aujourd'hui, nous honorons un soldat qui comprend que l'honneur n'est pas quelque chose que l'on hérite. C'est quelque chose que l'on gagne dans la boue. » La mèche toucha la poudre. Je sortis de l'ombre et marchai vers la lumière. Je ne regardais pas Marguerite. Je ne regardais pas le tailleur Chanel ou la robe rouge. Je regardais le microphone. Il était temps de donner aux Valois exactement ce pourquoi ils étaient venus. La salle était un tombeau gelé. 500 officiers, politiciens et membres de la presse étaient assis dans un silence si lourd qu'il semblait avoir un poids physique. Le général Éléonore Hart se tenait au podium, ses médailles captant, les lumières crues comme des dents acérées. Elle ne regarda pas le téléprompteur. Elle n'en avait pas besoin. Elle regarda directement le deuxième rang où le clan Valois siégeait dans son armure de créateur, puis elle me regarda. La plupart des officiers se tiennent ici et remerciaient les gens qui les ont portés, tonna la voix de Hart, amplifiée et résonnant sur le marbre. Ils remerciaient les parents qui les ont encouragés à la remise des diplômes, les frères et sœurs qui les ont soutenus. Mais le commandant, Cassiopée Valois le moine, elle n'avait pas de filet de sécurité. Elle n'avait pas de comité d'accueil. Elle était le filet de sécurité. Elle a construit sa carrière dans la boue de ses propres mains. Pendant que les gens qui partageaient son sang choisissaient de lui tourner le dos parce qu'elle ne cadrait pas avec leur image. Je sortis des coulisses. Chaque pas était une frappe. Mes bottes de saut frappèrent le sol poli avec un claquement qui ressemblait à un coup de fusil. Mon uniforme de cérémonie était si rigide qu'il ressemblait à une cotte de maille. Je sentais le poids des feuilles de chêne argentées sur mes épaules et la rangée de rubans sur ma poitrine. Ce n'étaient pas seulement des décorations. C'étaient des cicatrices que j'avais transformées en or. J'atteignis le pupitre et en agrippai les côtés. Le bois était froid, très froid. Je scannais la pièce. Marc Aurèle était juste là, au premier rang, son visage étant un masque de fierté tranquille. Lise balançait ses jambes, ses yeux grands ouverts. Ils étaient les seuls qui comptaient. Derrière eux, Marguerite se penchait en avant, son visage étiré en un sourire éclatant et prédateur. Elle était déjà à moitié debout, la main sur ses perles, prête à réclamer sa part de flash. D'appareil photo. Merci, mon général, dis-je. Ma voix ne trembla pas un instant. C'était la même voix que j'utilisais pour demander une évacuation médicale alors que le monde explosait autour de moi. Je dois tout ce que suis à l'armée de terre, aux soldats qui ont saigné à mes côtés, aux frères qui n'ont jamais demandé un relevé de compte bancaire avant de me sortir d'un trou. One thing. Je marquai une pause. L'air dans la pièce sembla se raréfier. Et je le dois. Ma famille, continuai-je, mon regard se fixant sur Marc Aurèle et Lise. Ah, mon mari, Marc Aurèle, un homme qui sait que la loyauté n'est pas quelque chose dont on parle, c'est quelque chose que l'on fait. Et à ma fille, Lise. Tu m'as appris qu'être une mère n'est pas une question de sang dans les veines. C'est le choix que l'on fait de rester quand les choses deviennent laides. Je m'arrêtai. Je ne mentionnais pas le nom Valois.
Je ne mentionnais pas la femme en tailleur Chanel ou les frères et sœurs dans leurs atours Tom Ford. Je fixais simplement le fond de la salle. Le silence était assourdissant. C'était un vide tactique. Marguerite ne put le supporter. La perte de contrôle fut pour elle un coup physique. Elle ne resta pas simplement assise là. Elle se leva. Le mouvement fut vif, désespéré. Elle brisa le protocole, ignorant le service de sécurité au bord de l'estrade. Sa voix, aiguë et tremblante d'un chagrin théâtral mis en scène, coupa le silence. « Cassiopée, mon bébé » cria-t-elle, ses mains se tendant vers l'estrade. « Tu n'as sûrement pas oublié ta mère. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons traversé en tant que famille. » Un murmure sourd parcourut la foule. Je vis les caméras pivoter. Bérénice posait, déjà, sa robe Valentino rouge ressemblant à une goutte de sang dans une mer de kaki. Marguerite commença à se diriger vers les marches, ses talons de créateur, cliquetant frénétiquement. Je ne bougeais pas. Je ne sourcillais pas. Je me penchais simplement vers le microphone. Il y a 4 ans, dis-je, ma voix, descendant d'une octave, assez froide pour geler l'eau. La veille de la fête des mères, j'ai reçu un SMS. C'est un message que j'ai lu exactement 47 fois. Je l'ai gardé comme un rappel de ce qu'est réellement un Valois. Marguerite s'arrêta en plein pas. Son visage prit la couleur de la cendre. Le message disait « Tous mes enfants ont réussi sauf Cassiopée. Elle a choisi d'être un simple soldat. Je ne la considère plus comme ma fille. » C'étaient vos mots, Marguerite. Vous ne vouliez pas du simple soldat. Vous ne vouliez pas de boue. Vous ne vouliez pas de la fille qui ne faisait pas se sentir spéciaux vos amis du club. Je la regardais de toute la hauteur de cette estrade. J'ai simplement suivi vos ordres. J'ai cessé d'être votre fille cette nuit-là. Et maintenant, vous ne pouvez pas être la mère de l'officier de l'année. Vous n'êtes qu'une étrangère, dans un tailleur coûteux qui s'est trompé de chemin. La salle devint de plomb. On aurait pu entendre une épingle tomber sur une plume. La bouche de Marguerite s'ouvrit et se ferma, mais aucun son ne sortit. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément un allié, mais elle ne vit que 500 perdus, remplis d'un dégoût professionnel et froid. Elle était une déserteuse, et cette salle savait comment les traiter. Une mère reste toujours une mère, balbutia-t-elle, sa voix se brisant. La famille n'est pas un titre que l'on reçoit à la naissance, répliquai-je, mes mots frappant comme des marteaux. C'est un grade que l'on mérite. Et vous ? Vous avez été dépouillé de ce grade, il y a longtemps. Mon rapport sur la famille Valois est clos. Je m'écartai du micro. Pendant 4 longues secondes, la salle resta dans ce vide. Puis, au premier rang, un général d'armée se leva. Il ne dit pas un mot. Il commença simplement à applaudir. Lentement d'abord. Puis le bruit de 500 paires de bottes lourdes frappa le sol à l'unisson. Boum, boum, boum. Le salut. De l'infanterie. Ce n'était pas pour le prix. C'était pour la vérité. Le rugissement des applaudissements fut un raz-de-marée qui frappa le 2e rang, et les submergea. Marguerite chancela en arrière, ses talons s'accrochant au tapis. Elle semblait petite, flétrie. La robe rouge Valentino ne ressemblait plus à de la puissance. Elle ressemblait à un signal d'alarme. Je quittai cette estrade sans regarder en arrière, mais je savais que la guerre n'était pas finie. Alors que j'entrais dans le calme du couloir, j'entendis le cliquetis rythmique frénétique de talons hauts derrière moi. Marguerite n'en avait pas encore fini, et moi non plus. Le grondement des 500 paires de bottes me faisait encore vibrer les dents. Lorsque nous avons poussé les lourdes portes en chaîne pour entrer dans le couloir latéral, j'avais besoin d'air. De vrai air, pas de l'oxygène vicié et chargé d'ego de cette salle. Le couloir était long, bordé de marbre blanc qui semblait aussi froid qu'une dalle de morgue. Mes propres pas résonnaient vers moi, net, rythmique et définitif. Marc Aurèle marchait à mes côtés, sa main étant un poids stable sur le bas de mon dos. Il portait Lise. Elle reposait sa tête sur son épaule, sa petite main serrant la sangle de son costume anthracite. Ils étaient ma rupture propre. Ma stratégie de sortie d'une vie de mensonges, filtrée. Nous étions à 6 mètres de la sortie de service quand les ombres bougèrent. Marguerite, Bérénice et Baudouin attendaient près des piliers de marbre. Ils ne ressemblaient plus à la première famille polie de Neuilly. Les lumières fluorescentes crues du couloir étaient impitoyables. Le tailleur Chanel, couleur crème de Marguerite semblait jauni, et ses cheveux soigneusement laqués commençaient à s'affaisser. Bérénice se tenait à sa gauche, sa robe rouge, ressemblant à une plaie fraîche contre les murs blancs. Baudouin rôdait l'arrière, les mains enfoncées dans ses poches, les yeux dardant vers les caméras de sécurité. Les enfants chéris semblaient avoir vu un fantôme. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Cassiopée. La voix de Marguerite se brisa, résonnant sous le haut plafond.
Elle s'élança, ses talons cliquetant frénétiquement. Elle pleurait, mais ce n'était pas le genre de chagrin que l'on ressent pour un enfant perdu. C'était la panique frénétique et désordonnée d'une femme dont le score de crédit social venait de tomber à 0. Comment as-tu pu faire ça devant tout le monde? Tu m'as humilié. Tu as humilié ton frère et ta sœur. Je m'arrêtais. Je cherchais pas mon étui, mais je sentis mon corps passer en posture de combat. Dos droit, menton baissé, yeux fixés sur la menace principale. Je n'ai rien fait, Marguerite, dis-je. Ma voix était basse, vibrant dans l'espace étroit. J'ai juste dit la vérité. Si la vérité ressemble à de l'humiliation, c'est ton problème. Tu as construit la scène. J'ai juste prononcé les répliques que tu as écrites. C'était mal interprété. Hurla-t-elle, son visage devenant d'un rouge, tacheté et irrégulier. Son eyeliner coûteux coulait, laissant des traces, sombres comme des marées noires sur ses joues. Ce SMS, c'était un moment privé, de frustration. Chaque mère dit des choses qu'elle ne pense pas. Tu l'as sorti de son contexte pour me blesser. Je n'argumentais pas. Je ne haussais pas la voix. Je plongeai la main dans la poche de ma vareuse et sortis mon téléphone. Je n'eus pas à chercher. La capture d'écran était épinglée en haut. Je tournai l'écran vers elle, le plaçant à 15 cm de son visage. Voici l'ordre que tu as rendu il y a 4 ans, dis-je, mon pouce survolant le texte. Je ne la considère plus comme ma fille. Il n'y a pas de contexte pour ça, Marguerite. Ce n'était pas un moment de frustration. C'était une exécution. Tu ne voulais pas seulement que je parte. Tu voulais que je sois effacé pour ne pas t'embarrasser lors de tes déjeuners au club. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée avec une serviette mouillée. Elle essaya de saisir le téléphone, mais je le retirai, mon mouvement étant rapide et précis. Baudouin s'avança alors, essayant d'utiliser ce ton d'avocat raisonnable, qu'il avait passé 30 ans à perfectionner. Il ajusta sa cravate Tom Ford, mais ses doigts tremblaient. Cassiopée, soyons adultes, murmura-t-il, évitant mon regard. Pense aux retombées médiatiques. Le nom Valois est une marque dans ce pays. Les gens tweetent déjà là, dessus. Tu détruis la seule chose qui nous donne de l'influence. On peut arranger ça. On peut publier une déclaration commune, une histoire de réconciliation. Je regardais mon frère. Je vis la lâcheté, enfouie dans les plis de son costume coûteux. Il se fichait que j'ai été seul, pendant 4 ans. Il se fichait des médailles sur ma poitrine. Il se souciait seulement de la marque, du nom Valois. J'ai mis un rire court et sec, résonna comme un coup de feu. J'ai arrêté d'utiliser ce nom il y a 3 ans, Baudouin. Vérifie les registres publics. Mon nom est Cassiopée Lemoine. Mon mari m'a donné un nom qui signifie quelque chose. Il m'a donné un nom qui vient avec la loyauté. Toi, tu n'es qu'un gars dans un costume qui a peur de voir son adhésion au club révoquée. La bouche de Baudouin se ferma d'un coup. Il semblait que je venais de lui retirer sa licence d'exercer. Il recula, se réfugiant dans l'ombre d'un pilier, laissant Bérénice me faire face. Bérénice ne semblait pas triste. Elle semblait venimeuse. Son visage, figé par trop de botox et de produits de comblement, était déformé par un ricanement. Tu penses que tu es tellement mieux que nous. Maintenant, n'est-ce pas? Cracha-t-elle, sa voix étant un râle dentelé. Juste parce que tu as un morceau d'étain brillant sur la poitrine et qu'une bande de vieux types en uniforme t'ont applaudi. Tu n'es toujours que de la terre sous les ongles, un simple soldat. Tu ne seras jamais l'une des nôtres. Je fis un pas vers elle. Justin, je n'avais pas besoin d'en faire plus. J'avais passé des années à m'entraîner à l'intimidation. Bérénice avait passé des années à s'entraîner au brunch. Elle trébucha en arrière, ses talons s'accrochant à une jointure du marbre. Je ne veux pas être l'une des vôtres, Bérénice, dis-je, ma voix tombant dans un murmure qui portait plus de poids que son cri. Être l'une des vôtres signifie être creuse. Cela signifie avoir peur de la vérité. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis juste réel. Je suis une femme qui sait ce que c'est que de saigner pour quelque chose. Toi, tu n'es qu'une robe avec rien à l'intérieur. Je me tournai vers Marguerite une dernière fois. Elle s'appuyait contre le mur, la main sur le cœur, cherchant une pitié qui ne venait pas. Tu as choisi l'image plutôt que la fille, dis-je. Et maintenant l'image est brisée. Ne m'appelle pas. N'envoie pas Rachel faire ton sale boulot. Ce n'est pas une question de vengeance, Marguerite. C'est une question de limite. Tu m'as dit que je n'étais pas ta fille. Je suis enfin d'accord avec toi. Je n'attendis pas ça, réponse. Je ne me souciais pas de savoir si elle tombait ou si elle hurlait. Je tournais le dos à la famille Valois, mes bottes cliquetant une dernière fois sur le sol de marbre. Je saisis la main de Marc Aurèle. Il la serra, une poignée, ferme et cailleuse qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je pris, lisse des bras de son père, déplaçant son poids sur ma hanche.
Elle sentait le soleil et la ferme. Une odeur propre qui effaçait le parfum rassis du couloir. Nous atteignîmes les lourdes portes vitrées au bout du corridor. Le soleil de l'après-midi se déversait à travers elles, aveuglant et doré. Je les poussais. La chaleur de l'été français me frappa, mais cela faisait du bien. Cela semblait honnête. Je ne regardais pas en arrière vers le couloir sombre où les gens restaient dedans. Je sortis dans la lumière, la tête haute, laissant les ruines de la famille Valois pourrir dans leur propre silence. La guerre était finie. J'étais enfin à la maison. Les retombées de cet après-midi aux Invalides ne se sont pas simplement évaporées comme un mauvais rêve. À Paris, la réputation est une monnaie plus précieuse que l'or. Et la famille Valois venait de déclarer une faillite morale totale. Les images de mon discours ne sont pas restées confinées à la capitale. Elles ont frappé Internet et ont déchiré les cercles sociaux de l'élite comme un feu de forêt dans une forêt sèche. Les gens n'ont pas vu une famille prestigieuse incomprise. Ils ont vu une mère en tailleur Chanel qui avait essayé de troquer le sang de sa fille contre quelques minutes de gloire creuse. La tour d'ivoire se fissurait et le son était assez fort pour réveiller les morts. Les dominos tombèrent violemment, un par un. Un mois après la cérémonie, le téléphone du domaine Valois cessa de sonner. Les invitations pour la saison des galas n'arrivèrent jamais. On demanda à Marguerite de quitter le conseil d'administration de l'Union interalliée. Il ne voulait pas de la publicité désastreuse d'une femme qui avait publiquement renié une héroïne de guerre. Rachel m'a dit que Marguerite avait essayé de lutter, hurlant sur son héritage, pendant que l'argenterie tremblait sur la porcelaine fine. Mais l'élite de Paris est faite de vautours. Une fois qu'ils sentent une carcasse, ils n'aident pas. Ils finissent le travail. Ils ont rayé son nom des comités avant la fin du week-end. Le cabinet médical de Bérénice prit aussi un coup direct. Sa page de critique fut inondée de commentaires d'une étoile provenant de gens qui ne la connaissaient même pas, mais qui savaient exactement ce qu'elle était. Une imposture. Une femme qui valorisait le botox plus que la fraternité. Elle finit par verrouiller ses comptes de réseaux sociaux et par se cacher derrière les vitres teintées de son SUV, terrifiée par l'objectif d'un appareil photo. Baudouin fut la victime la plus discrète. Il fut discrètement écarté des équipes de litige à haut profil de son cabinet. Personne ne voulait d'un avocat, fils à maman, qui ne pouvait même pas tenir tête à sa propre mère. Ils étaient piégés dans la cage de vanité qu'ils avaient passé 30 ans à construire. Un an passa. L'automne dans les Alpes est une saison particulière. C'est un temps de récolte, de dur labeur, et l'odeur de la fumée de bois se mélange à la terre humide. J'étais assis sur le porche arrière de la ferme Le Moine, l'air matinal étant assez vif pour rendre mes poumons nets et propres. J'avais une lourde tasse en céramique de café noir à la main. Pas de sucre, pas de crème, juste comme Marc Aurèle le fait. Le poids de la tasse était réconfortant, une chose solide dans un monde qui était autrefois fait de fumée et de miroirs. Le vieux fourgon du facteur caota dans l'allée de gravier, laissant un panache de poussière derrière lui. Il déposa une seule enveloppe dans la boîte et repartit. Je ne recevais pas beaucoup de courriers ici. La majeure partie de ma vie était numérique ou militaire. Je descendis jusqu'au portail, mes bottes crissant sur le gravier, et sortis l'enveloppe. C'était un papier épais couleur crème. L'écriture était indubitable, c'était l'écriture élégante et bouclée de Marguerite, celle qu'elle utilisait pour rédiger les menus de dîner pour des invités qu'elle n'aimait même pas. Je me rassis sur le porche et l'ouvris. Il n'y avait pas de « Cassiopée ma chère » cette fois. Pas de demande d'excuses. La lettre était courte et l'encre était baveuse par endroits. Pour la première fois de ma vie, Marguerite Valois semblait usée, comme un vieux tapis, qui avait été battu contre un mur une fois de trop. Elle écrivait sur le silence, dans la grande maison de Neuilly. Elle écrivait sur la façon dont Baudouin ne venait plus et comment Bérénice était obsédée par sa propre image s'effondrant. Elle semblait brisée. Elle admettait avoir peur. Elle disait qu'elle avait passé toute sa vie à suivre un script de ce à quoi une famille parfaite devrait ressembler et que mon choix d'être un soldat avait été une tâche sur son chef-d'œuvre. Elle ne demandait pas pardon. Elle n'était pas aussi courageuse. Mais elle admettait avoir échoué. Elle avait perdu sa fille parce qu'elle ne pouvait pas supporter la vue de la terre sous mes ongles. Je finis la lettre et regardai les champs. Les tiges étaient dorées, oscillant, sous le vent. Je ne ressentis pas une vague de joie. Je ne ressentis pas le besoin de rire de sa misère. Je ressentis simplement un vide profond et creux. J'analysais cette lettre de la même manière que j'analysais le dossier d'un patient ou un rapport de bataille. L'amour de Marguerite n'avait jamais été un cadeau. C'était un contrat commercial. J'étais un atout dans lequel elle avait investi. Et quand je n'avais pas payé les intérêts en prestige social, elle avait liquidé la dette. La trahison ne concernait pas le fait que je sois ordinaire. Il s'agissait du fait qu'elle était en faillite d'âme. Je ne cherchais pas de stylo. Je ne cherchais pas de timbre. Je ne lui devais pas de réponse, même pas un « repose en paix ».
Je me dirigeai vers le vieux bidon métallique, au bord du porche, celui que nous utilisions pour brûler les vieux papiers. Je déposai la lettre à l'intérieur et craquai une allumette. Je regardai la flamme prendre, le papier couleur crème s'enroulant et noircissant, l'écriture élégante s'évanouissant en cendres grises. Un soldat n'a que faire de retourner sur un champ de bataille mort pour penser. Les gens qui ont essayé de lui tirer dans le dos. Une limite, une vraie limite, tactique, n'est pas un mur que l'on construit par colère. C'est une porte en acier dont vous êtes le seul à posséder la clé. Vous n'avez pas à haïr la personne de l'autre côté. Vous devez juste décider qu'elle n'a plus les coordonnées de votre cœur. Marc Aurèle sortit de la grange à ce moment-là, ses bottes couvertes de boue, un sourire fatigué mais honnête sur le visage. Il avait Lise sur ses épaules. Elle portait une minuscule paire de salopettes, ses cheveux étant un fouillis de nœuds et de foin. Il riait d'une chèvre qui avait essayé de manger le chapeau de Marc Aurèle. « Tout va bien, chérie ?» demanda Marc Aurèle, s'arrêtant au bas des marches. Je les regardais. La vraie famille. Celle dont je n'avais pas hérité, mais celle que j'avais gagnée par chaque choix que j'avais fait. Tout est parfait, dis-je, et je le pensais. Vraiment. Je me levai, le dos droit, les épaules carrées. Je n'étais pas juste une Valois qui avait eu de la chance. Je suis le commandant Cassiopée Lemoine. Je suis une femme. Je suis une mère. Et je suis enfin, véritablement, hors de portée. C'est la fin de mon voyage, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont encore dans les tranchées avec leur propre famille Valois. Si cette